La Covid-19 anéantit les efforts de lutte contre le paludisme. Programme de pulvérisation reporté. Les populations refusent de fréquenter les centres de santé. Convois transportant des médicaments refoulés par les mêmes populations. La situation a-t-elle été résolue? Les enfants de moins de 5 ans représentent 67% des morts de paludisme dans le monde. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Notre Santé. Nouveau départ annoncé dans le cadre de la lutte contre le paludisme par le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Le docteur Tanomé Antoine est notre invité. Bonsoir docteur. Bonsoir monsieur. Qu'est-ce que le paludisme? Le paludisme, pour être plus simple, c'est une maladie parasitaire due à la présence d'un parasite dans le sang de l'homme qu'on appelle, ce parasite on appelle le plasmodium. En général, on dit un microbe dans le sang. Donc, pour avoir ce parasite dans ce corps, cela est transmis par un vecteur qu'on appelle le moustique. Donc, c'est le moustique qui est le vecteur qui va transmettre ce parasite dans le corps. Et donc, l'homme va développer cela et va faire la maladie du paludisme. Alors, quelle est la différence entre un paludisme simple et un paludisme grave? Le paludisme, comme on dit, simple. Ça veut dire que là où vous allez, c'est une personne, parce que le premier signe du paludisme, c'est la fièvre. C'est une personne que vous allez rencontrer qui viendra vous voir pour une fièvre. Et une fièvre simple, elle dit qu'entre 37 degrés 5 et jusqu'à 38-39 degrés, il viendra vous voir pour ça. C'est la personne qui viendra vous voir aussi pour des céphalées, des maux de tête, ou bien des douleurs musculaires, on appelle une fatigabilité. Et souvent, chez les enfants, on peut avoir une douleur abdominale. Donc, voilà les signes de ce cas de paludisme, une fatigabilité. Donc, cette personne vient vous voir avec tous ces 3 à 4 signes qu'il vient de citer, sans gravité. Il vient vous voir, il dit, docteur, depuis hier soir ou ce matin, j'ai la fièvre, j'ai les céphalées, les maux de tête, je me sens fatigué, j'ai mes muscles qui me font mal. Et donc, cette personne-là, vous allez faire un diagnostic rapide, vous allez voir que cette personne a le paludisme, quand c'est confirmé. Dans le cas du paludisme grave, la personne viendra vous voir avec des signes, on appelle ça, en dehors de ces signes, on vient de dire, les signes de gravité. Quels sont les signes de gravité? Il viendra vous voir avec une fièvre au moins 40 degrés. Avec cette fièvre 40 degrés, la personne va venir avec des convulsions. Avec des convulsions. Donc, et aussi, la personne peut être, chez un enfant, l'enfant va convulser, va être prostré, l'enfant est prostré, et l'enfant peut venir avec une anémie. L'anémie accompagnée, et souvent même aussi, on voit des cas avec un trouble de la conscience. C'est-à-dire, on dit que l'enfant est tombé dans le coma. Et donc, souvent, au village, on l'appelle comme maladie d'oiseau. Quand l'enfant convulse, au village, on dit, ah, c'est maladie d'oiseau. Non, c'est une convulsion. Voilà. Donc, ce sont des signes comme ça qui accompagnent cette fièvre qu'on appelle des cas de paludisme grave. Donc, est-ce que peut-on avoir le paludisme sans la fièvre? Je peux dire oui et non. Parce que dans des cas graves, surtout chez les enfants, la fièvre n'est pas souvent détectée par la famille. L'enfant peut faire une fièvre de 38 degrés, l'enfant est en train de s'amuser. Et à un moment donné, l'enfant peut faire une autre fièvre. Mais dans un intervalle de temps, il n'y a pas de fièvre. Mais quand on fait son test, on peut voir que cet enfant-là peut faire le paludisme. Dans les cas graves aussi, souvent, on n'a pas de fièvre. Mais la fièvre est le premier signe du paludisme. En Côte d'Ivoire, le paludisme représente 33% des motifs de consultation. Troisième cause de mortalité en 2018. Le paludisme continue de faire des victimes en Côte d'Ivoire, surtout en cette période où sévit la pandémie de la maladie à coronavirus. Qu'est-ce que le paludisme? Comment le contracte-t-on? Comment le prévenir? La réponse avec Astou Touré. Docteur, comment prévenir le paludisme? Pour prévenir le paludisme, c'est simple. D'abord, dans le plan stratégique, on a dit voilà comment prévenir. On a fait un plan stratégique et les Nations Unies, comme l'OMS, ont dit comment prévenir le paludisme. Pour prévenir le paludisme sur nos tropiques, il faut utiliser la moustiquaire. Donc, il y a la prévention par la moustiquaire, il y a la prévention par le traitement intermittent avec la sulfadioxyde pour les femmes enceintes. Il y a la prévention aussi par l'assainissement du cadre de vie et il y a la prévention aussi par la prévention transdomiciliaire. Donc, il y a toutes ces stratégies là-dedans qui sont là.
Par la moustiquaire, on passe par d'abord la distribution de masse, qu'on appelle la campagne de masse, la distribution de moustiquaires, on donne à toute la population. Et aussi la distribution de routine. Là, on donne cela seulement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans. Aux consultations prénatales des femmes enceintes, on leur donne cela gratuitement. Donc ça, c'est ce qui est de la moustiquaire. Maintenant, ce qu'on a changé cette année, c'est qu'on va donner même aussi la moustiquaire aux préscolaires, à la rentrée des classes. En dehors de la moustiquaire, chez la femme enceinte, il y a le traitement préventif intermittent à faire avec la surveillance pyrimétamine. Donc la femme enceinte qui vient faire ses consultations prénatales, à partir du second trimestre de grossesse, la femme va bénéficier gratuitement de la surveillance pyrimétamine pendant au moins bénéficier de 3 doses pour protéger, se protéger à elle-même et protéger son enfant pendant la grossesse. Donc elle doit bénéficier de 3 doses pour qu'elle soit couverte. Donc en dehors de ça, nous avons l'assainissement du cadre de vie. Parce que c'est un élément important. En général, on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer le paludisme? Avec tout ce qu'on dit, si le cadre de vie n'est pas assaini, nous n'allons jamais éliminer le paludisme. Je dis souvent que le paludisme recule avec le développement. Donc, dans l'assainissement, il faut que chaque individu rende propre son cadre de vie. Et aussi les autorités qu'on appelle communales et régionales, et aussi le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Construction, et aussi de l'Environnement, puissent aider aussi, et aider tous les gouvernants à aller à assainir les différents quartiers, à curer les caniveaux. Donc c'est ça l'assainissement. Une fois qu'on arrive à curer tous les caniveaux, avoir un environnement propre, on va éviter cela. Et en dehors, si on a vraiment pu assainir cela et détruire quelques gîtes larvaires, parce que quand on saute une flaque d'eau pour rentrer chez soi, c'est cette flaque d'eau-là dans laquelle le moustique va prendre ses œufs et va avoir des petits moustiques et demain vont nous transmettre le paludisme. Donc, pour cela, il faut d'abord fermer tout ce qu'on appelle gîtes larvaires. Surtout les pneus usagés, les boîtes de conserve et tout ça, il faut les détruire. Parce que ceux-là, ces pneus-là, ces boîtes de conserve seront les lieux de reproduction des moustiques. Donc, en dehors de ça, nous avons aussi la pulvérisation intradomiciliaire. Chose qu'on ne faisait pas depuis quelques années, mais avec une nouvelle stratégie, avec l'avènement d'un nouveau partenaire, notre PMI, nous allons développer maintenant la pulvérisation intradomiciliaire. Ça se faisait, mais ça ne se faisait pas en grande quantité. Mais cette fois-ci, maintenant, cette année, nous allons le faire à Sakassou et à Nassian, de façon simultanée dans le mois d'août. Donc, voilà en gros comment il faut prévenir le paludisme. Si on arrive à faire cela, à domicile en moustiquaire, et aussi il y a le traitement aussi qui est une prévention. Parce que si vous êtes malade, que vous arrivez à l'hôpital et qu'on confirme votre cas de paludisme, que vous prenez votre médicament, en ce moment-là, vous êtes bien guéri, le moustique ne va pas vous piquer encore pour donner à une autre personne. C'est pour ça qu'on dit une prise en charge correcte aussi contribue aussi à la prévention. Alors docteur, revenons sur la moustiquaire. Oui. Est-elle bien accueillie dans toutes les localités? Oui, je le dis oui. La moustiquaire est bien accueillie, la moustiquaire est bien acceptée. Maintenant, c'est l'utilisation. Parce que si aujourd'hui vous mettez sur le marché pour dire, voilà, j'ai des moustiquaires, vous allez voir que la population va venir réclamer la moustiquaire, prendre la moustiquaire pour aller à la maison. Mais notre problème, ce n'est pas de prendre la moustiquaire, il faut l'utiliser. Et donc, je vous donne quelques chiffres. En 2012, l'utilisation était à 33%. C'est-à-dire, dans toute la Côte d'Ivoire, c'est 33% de la population qui utilisait les moustiquaires. En 2016, avec les efforts de la communication, de tout le gouvernement, nous sommes passés à 50%. Et fin 2019, le taux d'utilisation a monté à 63% de taux d'utilisation. C'est-à-dire en fin 2019, 63% de la population utilise maintenant la moustiquaire. Mais quand on va à l'intérieur du pays, on va jusqu'à 75 à 80% de taux d'utilisation. Le gros problème que nous avons en matière d'utilisation de moustiquaires, c'est le Grand Abidjan. C'est Abidjan, parce que quand on a fait l'enquête à Abidjan... Ceux qui sont supposés être instruits. Voilà, malheureusement. Et donc, quand on a fait l'enquête, on est arrivé à Abidjan, le taux d'utilisation de moustiquaires à Abidjan varie entre 25 et 45%. Et pourquoi? Y a-t-il une raison particulière? Oui, parce que la population d'Abidjan croit qu'elle dort sous des climatiseurs, des ventilateurs, mais cela ne résout pas le problème. Je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, on a des cas graves de paludisme à Abidjan parce que les personnes n'arrivent pas à dormir sous la moustiquaire. Donc aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui nous disent qu'il faut communiquer autrement à Abidjan.
Donc nous avons fait une autre enquête sur la communication pour communiquer autrement à Abidjan. Nous sommes en train de voir comment Abidjan, que dans chaque maison qu'on construit à Abidjan désormais, il faut qu'il y ait des paravents anti-moustiques. D'accord. Quel est le pronostic vital des populations vulnérables pour chaque type de paludisme? Ben, le paludisme simple, vraiment, on guérit je peux dire à 100%. Mais dans le cas du paludisme grave, si vous n'êtes pas pris en charge dans de très bonnes conditions, le décès peut survenir entre 24 et 48 heures. C'est-à-dire un enfant qui vient, pour un cas de paludisme grave, s'il n'y a pas une bonne prise en charge, vraiment, dans les 48 heures, l'enfant va décéder. Est-ce que vous avez les derniers chiffres pour le taux de décès? Le taux de décès, pour que les gens voient un peu l'ampleur. Le décès, comme je disais tout à l'heure, les décès, en 2016, on était à 3340 décès à la fin de l'année. Et de 3340 décès, on est passé à 1640 décès en 2019. Donc, c'est-à-dire en 3 ans, il y a une régression de 50%, 50% de taux de décès. Mais cela ne suffit pas. Notre objectif, ce n'est pas d'avoir ça. C'est de faire de telle sorte qu'on ne meurt plus du paludisme. Notre objectif, c'est de faire de telle sorte que d'ici 2025, qu'on ait moins de 1000 cas de nous, on ait moins de 500 cas de décès. Donc l'objectif, c'est ça, à ça que nous voulons aboutir. On a besoin de la population pour nous accompagner par rapport à ça. Le programme national de lutte contre le paludisme mène plusieurs actions pour freiner le paludisme, distribution de moustiquaires imprégnés, le docteur l'a dit, gratuité du traitement contre le paludisme. Malgré ces mesures, le paludisme demeure dans notre quotidien. Les populations s'en expliquent avec Astou Touré. L'avènement de la Covid-19 courant mi-mars a-t-elle causé un retard dans l'exécution du programme national de lutte contre le paludisme? Oui, malheureusement. Malheureusement, avec l'arrivée de la maladie à Covid-19, nos activités ont été perturbées énormément. Et je peux vous dire que le jour où le président de la République a annoncé les mesures l'état d'urgence, on avait des équipes sur le terrain. Les équipes, on avait demandé à l'équipe de rentrer à Abidjan pour respecter toutes les conditions barrières qui ont été déclarées par le gouvernement et l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que nous avons fait. Mais cela a perturbé nos activités. On n'a même pas pu célébrer la journée mondiale. Tout à l'heure, on parlait de pluviales centrales domiciliaires. C'était prévu en avril, en début de la saison de pluie. Malheureusement, on n'a pas pu faire cela. Nous allons le faire maintenant en août. Donc, ça a perturbé grandement les différentes activités du programme national de lutte contre le paludisme. En clair, la Covid-19 a mis à mal tout votre dispositif. Oui, mais nous ne sommes pas restés comme ça. Dès cela, nous avons aussi fait un plan de contingence. On s'est réunis, on a fait un plan de contingence avec nos partenaires pour que l'activité continue sur le terrain. Parce que le paludisme n'attend pas. Le moustique n'attend pas Covid-19. Le moustique continue de piquer. Donc nous avons travaillé avec la nouvelle pharmacie de la santé publique. Nous avons travaillé aussi avec les directeurs régionaux, les directeurs départementaux pour s'assurer la disponibilité des médicaments. De telle sorte que même si la maladie évolue, pour qu'une personne qui a le paludisme puisse bénéficier de diagnostic et de traitement. Et aussi, on travaille avec 9500 agents de santé communautaires qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé, permettent à ce qu'eux aussi, ils puissent avoir les intrants et aussi puissent avoir aussi les masques pour pouvoir s'approcher de ces populations. Et donc, voilà ce que nous avons pu faire. Et pendant ce temps-là, on a travaillé doucement. Mais la population, on était présent à l'hôpital, mais la population, à cause de la peur, n'est pas venue. Et malheureusement, on a constaté des cas de paludisme. Justement, j'allais vous demander si la non-fréquentation des centres de santé avait vraiment anéanti tous ces efforts passés qui avaient produit quand même de bons résultats. Oui, aujourd'hui, j'ai dit que nous étions tellement inquiets qu'on a fait partie 11 équipes sur toute la Côte d'Ivoire pour voir ce qui se passe réellement après que l'intérieur soit déconfiné. Donc 11 équipes, mais nous-mêmes, nous sommes partis à Dzopé, à Daoukro, à Bengourou et Bongwanou, où nous avons visité, nous avons eu l'occasion de visiter les hôpitaux régionaux, les hôpitaux généraux. Et la population a commencé à revenir. Mais il faut dire qu'en début du mois de mai, tous les cas qui venaient des cas graves de paludisme. Mais aujourd'hui, avec les différentes communications de proximité
Que font nos directeurs, les directeurs départementaux, les directeurs régionaux et les spécialistes en communication de ces différents départements? On commence à voir l'engouement de fréquentation. Mais qu'est-ce que ces gens-là même vous disent? Les raisons pour lesquelles ils refusaient de fréquenter les... Mais la population a peur. A peur de quoi? La population pensait qu'elle allait contracter la Covid-19 à l'hôpital. En train d'enseigner même qu'à un moment donné, où on a parlé de vaccins, les gens pensent que s'ils arrivaient à l'hôpital, on allait les forcer à leur faire des vaccins, on allait les forcer à prendre des médicaments qu'ils ne voulaient pas. Donc il y a eu une mauvaise communication. Le gouvernement communique bien, mais vous savez, les réseaux sociaux et tout celui qui dit quelque chose aujourd'hui... Les rumeurs fait que la population elle était apeurée. Donc elle avait peur même de venir à l'hôpital. Ils ont gardé les enfants à la maison, avec la fièvre. Et les enfants ont fait des cas de paludisme graves. Et comment ces populations se soignaient-elles? Elles utilisaient quoi? Des antidotes traditionnels? Bon, là, je saurais expliquer. Ça, vous n'avez pas demandé, mais... Mais on leur demandait, ils disent, bon, souvent, ils sont là, la fièvre chute, ça passe. J'ai même raconté une femme qui disait que, oui, l'enfant a fait deux épisodes de fièvre, mais la troisième fois, elle n'a pas pu attendre à la maison. Elle dit non, si elle ne va pas à l'hôpital, elle pense que son enfant, quelque chose va arriver à son enfant. Elle s'est débrouillée pour arriver à l'hôpital. Elle a vu qu'à l'hôpital aussi, elle a été très bien reçue. Donc, pour dire que si les agents de santé sont à l'hôpital, ils attendent seulement que la population. Il ne faut pas que la population ait peur de venir fréquenter. Alors, vous avez dit, vos agents, la com a essayé d'être transformée. Comment procèdent ces différents services pour convaincre les populations à rencontrer le personnel médical depuis que vous avez tenté de relancer? Oui, je peux vous donner l'exemple d'Alzopé où nous avons participé à... Les gens d'Alzopé, ils ont un service de communication au niveau du district qui passe là, dans les radios de proximité, qui est passé aussi dans les différentes communautés, les communautés chrétiennes, musulmanes, toutes les communautés, et toucher quelques leaders communautaires, qui à leur tour aussi ont pu sensibiliser les différentes populations. Le jour que j'étais à Alzopé, j'ai vu que la population, il y avait beaucoup de maladies, mais tiens, j'étais surpris. Et donc, c'est après que j'ai compris, je leur ai demandé, mais comment ça a été fait? Et donc, c'est cette communication de proximité qui a permis. Et puis, depuis plus de 2 mois, le ministre de la Santé ne cesse de demander à la population de fréquenter les centres de santé. Donc, je pense que c'est cette communication-là. Parce qu'on a été surpris que les populations ne fréquentent pas les centres de santé. Donc, dès que le ministre s'est rendu compte qu'il y a une baisse de consultation, une baisse de fréquentation, il a changé le discours. Il n'y a pas un discours aujourd'hui que le ministre tient sans demander à la population de fréquenter les centres de santé. Parce que ces agents de santé sont là, on attend la population. On est à l'hôpital pour cette population-là. S'ils ne viennent pas, on ne sait pas pourquoi nous sommes là. Alors, ils sont malades, il faut qu'ils viennent et qu'on puisse avoir l'occasion de les soigner. En clair, les choses évoluent bien. Oui, aujourd'hui, les choses évoluent bien. Aujourd'hui, les choses commencent à bien évoluer. D'accord. La distribution de moustiquaires imprégnés à longue durée va-t-elle connaître aussi une évolution? Oui, merci de me permettre de parler de cela parce que la moustiquaire qui va être distribuée pour l'année 2021, la campagne commence, au plus tard le mois de février. Nous nous sommes rendus compte que les moustiquaires qui sont utilisés en Côte d'Ivoire, les moustiquaires ne sont pas toutes efficaces partout. Et nous avons fait une enquête. Et l'enquête nous a permis de nous rendre compte qu'il y a pratiquement 34% des moustiquaires que nous payons qui ne sont plus efficaces dans des zones particulières. Je souris parce que c'est à croire qu'il y a des moustiques qui sont plus dangereux ailleurs. Oui. Et donc ça veut dire que la population était... Les moustiquaires larguaient la population parce qu'ils s'agissait sur les moustiquaires, mais ça ne faisait rien. Et donc on a fait l'enquête, après qu'on ait reçu des informations, cette enquête nous a permis de montrer que de prendre 2 types de moustiquaires. Donc la décision a été prise. Aujourd'hui, nous allons utiliser 3 types de moustiquaires en Côte d'Ivoire. Donc, les moustiquaires de seconde génération, qui sont les moustiquaires avec PBO et les moustiquaires aussi avec intercepteur G2. Ce sont des moustiquaires de seconde génération qui sont efficaces sur n'importe quel moustique actuellement. Et donc, dans les zones dans lesquelles on a une forte de résistance avérée, la résistance des insecticides et des vecteurs aux insecticides, dans ces zones-là, on va déposer ces moustiquaires. Il y a des zones aussi encore où marchent encore les moustiquaires standards. Mais même les moustiquaires standards, nous avons fait aussi une certification. On s'est rendu compte que même les insecticides qui sont dedans ne marchent pas partout. Donc on a choisi maintenant des insecticides qui marchent là où il faut.
Donc la population qui va, les moustiquaires que la population va recevoir, ce sont les moustiquaires efficaces là où il faut, à la population qu'il faut. Donc vraiment, que la population soit rassurée qu'à partir de 2021, les moustiquaires qu'elle va recevoir sont vraiment des moustiquaires efficaces là où il faut. Parce qu'on ne donnera pas là où la moustiquaire n'est pas efficace. Donc la Côte d'Ivoire a été divisée pratiquement en 3. Et tous les centres de santé publics disposent-ils d'hémoglobinètres pour mesurer le taux d'hémoglobine et pour détecter l'anémie chez les enfants? Parce que ça, l'anémie, c'est quelque chose de... Oui, comme il y a de nouveaux centres de santé, mais il y a 2300 centres de santé qui en avaient déjà. Mais aujourd'hui, le nombre de santé a augmenté. L'État a fait beaucoup d'efforts. On a construit davantage. Donc, encore cette année, il va encore avoir de nouvelles hémoglobinètres, qu'on va donner à ces différents centres de santé pour qu'ils puissent aussi détecter l'anémie chez les enfants et les femmes enceintes. 2 villages de l'Agnébi-Tiassa bénéficient d'une ambulance. 2 villages, ce sont 2 villages du département de Sikinsi, Bakanou et Bakanou B, Bakanou A et Bakanou B. Un don du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa. Objectif, lutter contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Également renforcer la capacité de réaction du système de santé au niveau régional. Astou Touré, c'est dans Actu Santé. Comme Karel, les femmes enceintes des villages de Bakanou A et B, dans la sous-préfecture de Sikinsi, région de l'Agnébi-Tiassa, n'ont plus rien à craindre. Le conseil régional vient de doter la maternité des 2 villages d'une ambulance. Je suis contente d'avoir cette ambulance. Si ça ne va pas, quelqu'un est malade, accouchement est difficile, opération, ça peut nous envoyer rapidement à Abidjan. C'est un don qui vient contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile, mais également faciliter le transfert médical des malades dans les zones rurales reculées en cas d'urgence. Aussi, renforcer la capacité de réaction du système de santé régional. Avant l'arrivée étrangère, il faut dire que c'était un calvaire parce que les femmes en travail étaient obligées d'être emportées par des véhicules, aller chercher jusqu'à Bessedi et souvent sur les motos. Et souvent, on arrivait à perdre les femmes dans le travail. Et donc aujourd'hui, c'est un bouffée d'oxygène pour Bakanou A. Nous sommes très contents de recevoir cette ambulance qui va nous permettre d'évacuer nos malades dans des conditions décentes pour éviter des morts de personnes. Ce don longtemps promis aux populations est aujourd'hui une réalité et le conseil régional de l'Agnébi-Tiassa ne compte pas s'arrêter là. D'autres actions en faveur des populations sont annoncées, selon le 4e vice-président de l'Agnébi-Tiassa. Nous, notre idée, c'est que tout le département de Sikinsi doit être connecté de manière à ce qu'on puisse éviter des femmes qui meurent en couche, que des blessés ne soient pas évacués. C'est des situations qu'on a connues qui sont dramatiques et qui, pour nous ont amené à nous mobiliser afin de mettre à disposition de nos parents. Il faut dire que c'est un élan de développement qui ne va pas s'arrêter. Heureuses sont les populations de Bakanou, mais le sont plus encore la sage-femme et la matrone. Maintenant, c'est bienvenu parce que ça va nous permettre d'évacuer facilement nos femmes. La maternité de Bakanou reçoit environ une centaine d'accouchements par mois. Un nombre parfois difficile à gérer. La sage-femme a donc formé une matrone pour l'aider dans sa tâche. Comme je suis rentrée ici, il y a des gestions qu'il faut faire. Donc, je maîtrise les exercices. Si la femme saigne, je sais ce qu'il faut faire et puis ça s'arrête. J'ai appris beaucoup de choses, plus encore. Malgré ce don d'ambulance qui vient faciliter l'évacuation des femmes enceintes vers les centres de référence, d'autres difficultés, telles que le manque d'équipement, persistent. Il n'y a pas de l'eau. C'est chez moi à la maison que les parents vont chercher l'eau pour venir. On met dans la barrique qui est là pour vraiment nettoyer la salle. Et puis des fois, essuyer les dames quand elles ont beaucoup chaud. Parce qu'il n'y a pas de climatisation dans la salle, ni de brasseur. Vraiment, c'est difficile. Un tour au dispensaire du village nous a également permis de nous rendre compte des conditions de travail difficiles auxquelles sont confrontés l'infirmier et ses collaborateurs. Des doléances sont donc adressées aux autorités. Nous n'avons pas de salle de stockage. Donc, nous sommes obligés de faire avec. Nous demandons la réhabilitation du centre du dispensaire de Bakanou A. Nous plaidons auprès du président et du conseil régional de vraiment penser à nous encore, comme il sait bien le faire.
Même si pour l'heure des mesures barrières de lutte contre la Covid-19 sont allégées à l'intérieur du pays, les populations de la Niébitiassa restent confinées chez elles. Docteur, pour clore cette émission, comment se positionne le programme par rapport à la lutte qui a quand même pris du plomb dans l'aile? Merci beaucoup. Aujourd'hui, le programme, comme j'ai dit, a élaboré un plan de contingence. Parce qu'après le mois de mars, on s'est rendu compte que si on ne trouve pas de nouvelles façons de travailler, nous allons avoir énormément de problèmes et on va avoir une augmentation des cas de décès liés au paludisme. Donc on a fait un plan de contingence, comme il a dit d'entrée. Dans ce plan de contingence, s'assurer d'abord la disponibilité des médicaments. Et aussi s'assurer que les malades qui viennent maintenant à l'hôpital seront pris en charge dans de bonnes conditions. Et nous avons aussi travaillé, aujourd'hui les agents de santé communautaire ont commencé leur formation cet après-midi. Les former aussi pour travailler en situation de Covid-19. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et repositionner tous les agents de santé par rapport à la lutte contre le paludisme. Nous sommes en train de faire une conférence avec tous les districts et les régions pour leur dire que les cas graves vont augmenter. Et même nous avons déjà signalé cela, donc nous avons commencé à prendre des dispositions. Donc aujourd'hui, c'est à nous, au niveau du programme, c'est de s'assurer que les médicaments sont disponibles, s'assurer qu'on peut diagnostiquer, on peut confirmer les cas de paludisme, et aussi permettre à ce que les femmes enceintes et continuer de communiquer sur la fréquentation des centres de santé. Et pour que les femmes ne restent pas à la maison avec les enfants, que toutes les personnes ne restent à la maison en cas de fièvre, pour que les seules personnes viennent à l'hôpital et pour bénéficier gratuitement du diagnostic et du traitement. Nous recevions le docteur Antanomé Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Cette émission est terminée. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Notre Santé. Merci, docteur. Merci. Bonne suite de programme sur RTI 1.